Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle preview, quatrième preview de cet Euro 2024, en l'occurrence preview du groupe D, composé des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Pologne et surtout de nos Bleus, de l'équipe de France. Vous en avez l'habitude, on vous présente les previews, on va chercher un spécialiste de chaque pays qui va nous présenter un petit peu plus en détail cette sélection, les enjeux tactiques, les enjeux sportifs, mais aussi les attentes au pays. Et on va revenir très rapidement sur chacune de ces previews. Et avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec le grand Motas, qui va donc nous parler lui aussi de ce qu'il pense de ces quatre nations. Eh bien non, j'ai décidé de vous parler du Fry aujourd'hui, à la place. Non, pas du tout, bien sûr, j'ajouterai ma petite touche de sel pour ce groupe de la France qui forcément nous intéresse presque un peu plus que les autres. Ouais, évidemment, un groupe qui nous intéresse forcément plus que tous les autres, comme tu le disais. Et on va commencer tout de suite avec une première preview, et en l'occurrence, la preview de ces gros bataves des Pays-Bas avec le bon Enzo Pello. Groupe des Pays-Bas. Salut Enzo, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bah écoute, merci Bilal, merci, toujours un plaisir de passer sur 11e art. Écoute, avec toi, on va parler de la sélection néerlandaise, des Pays-Bas qu'on avait quittés après un quart de finale fou face à l'Argentine lors de la dernière Coupe du Monde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'il s'est passé depuis, notamment au niveau des éliminatoires pour cet Euro? Bah écoute, déjà il y a eu le départ de Luis van Gaal qu'on a suivi, qui a été succédé par Ronald Koeman, dont on reviendra peut-être un petit peu après dessus. Au niveau des éliminatoires, ça a été assez mitigé, j'ai envie de dire. Ça s'est finalement qualifié à la deuxième place de ce groupe derrière l'équipe de France, sans forcément rassurer, surtout juste après cette Coupe du Monde. Les Pays-Bas qui n'ont pas franchement affiché un niveau excellent, une qualification assez possible, mais on en parlera peut-être un petit peu après sur l'identité de jeu, mais ça a perdu clairement de sa superbe par rapport au bon mondial qu'on avait fait, même si ça s'était arrêté en quart de finale face à l'Argentine, championne du titre, mais c'était dans l'ensemble quelque chose de très positif. Et là on est retombé sur un petit peu ces Pays-Bas année j'ai envie de dire deuxième partie des années 2010, plus poussif, même si cette fois ça s'est qualifié. C'est bien là le principal, parce que on le sait, les Euros, les Pays-Bas les ont pas toujours disputés ces derniers temps, notamment en 2016. Cette fois-ci ça sera bien le cas, et c'est presque le principal, j'ai envie de dire. Tu parlais un peu plus tôt du retour d'un homme, Ronald Koeman, qui connaît bien la maison néerlandaise. Comment on a vécu son retour justement un petit peu au pays? Bah déjà, avant de parler peut-être de son retour, faut aussi parler du départ de Van Gaal, qui pour le coup était attendu avec sa grave maladie. Ça a été un vrai pincement au cœur, parce que non seulement Louis van Gaal est une vraie figure du football néerlandais, mais aussi un homme qui avait très bien mené cette sélection durant la Coupe du Monde. Il y avait pas mal de prétendants. Je pense à des entraîneurs qui sont peut-être plus on va dire étiquetés entraîneurs de club, comme Erik ten Hag ou Arne Slot, même si les deux étaient en place. Finalement, le choix Ronald Koeman est assez évident, puisqu'il avait fait quand même un très bon passage de 2018 à 2020. Le seul bémol, c'était ce départ justement un petit peu forcé du côté du Barça, mais il revenait avec clairement le bon souvenir qu'on avait eu de sa période de 2018 à 2020. Jusqu'ici, je sais pas si tu veux qu'on en parle, mais c'est pas aussi positif. Ouais, de toute façon, je pense que la suite logique, ça va être un peu d'évoquer justement le style de jeu de ces Pays-Bas sous sa houlette. Est-ce que on a retrouvé une identité peut-être plus proche de ce qu'on connaît des Pays-Bas historiquement? C'est assez compliqué, parce que il y a vraiment une sorte de petit ras-le-bol, ouais, j'ai envie de dire, juste après la Coupe du Monde, parce que faut le dire, les rassemblements des Pays-Bas étaient pour le coup des vraies purges, que ça soit face à des grosses équipes, même face à Gibraltar, logique, où on s'embêtait, face à des équipes qui, on va dire, pouvaient offrir une adversité, mais pouvaient aussi permettre aux Pays-Bas de mettre en place leur jeu, comme la Grèce ou l'Irlande. Là aussi, ça n'a pas été un régal. C'est très poussif. Ronald Koeman a mis du temps à trouver un petit peu cette formule. Il y avait même eu des rumeurs de départ, une vraie pression mise sur Ronald Koeman
notamment à l'été 2023, après cette parenthèse Ligue des Nations où les Pays-Bas avaient perdu face à la Croatie et face à l'Italie, deux équipes qui avaient pourtant pas fait d'excellents matchs en face. Juste après ce rassemblement estival de 2023, on a senti une petite montée en puissance du côté des Pays-Bas. Rien d'exceptionnel, mais voilà, on a une équipe qui est disposée avec une défense à 3, un 3-4-2-1 qui soit on a vraiment deux numéros 10 qui sont, on va dire, Tijani Reinders et Xavi Simons, soit deux vrais ailiers qui sont plus portés vers l'extérieur comme Cody Gakpo ou Daniel Malen par exemple. Donc voilà, il y a assez peu de schémas préférentiels dans cette équipe. C'est une équipe qui est très pragmatique, plus qu'au premier passage de Ronald Koeman, mais qui est en train de trouver peut-être son style de jeu, celui qui pourrait lui permettre d'envisager d'aller un petit peu plus loin, mais en tout cas, jusqu'ici, on s'est pas régalé non plus avec les Pays-Bas. Le dernier rassemblement il a été pas mal du tout face à l'Écosse, victoire 4-0, même si le résultat est assez sévère. Et le match face à l'Allemagne aussi assez disputé, défaite 2-1, mais l'Allemagne qui était, c'est celle qui a battu l'équipe de France, l'Allemagne qui était en très bonne forme. Donc voilà, c'était assez positif, que ce soit dans le jeu au niveau des résultats. Maintenant, il y a rien d'exceptionnel et on fait pas des Pays-Bas un favori, que ce soit au vu des résultats, mais aussi au niveau du jeu proposé. Surtout que lui, il dispose quand même d'une génération néerlandaise qui a l'air très intéressante. On peut parler des Frimpong, Xavi Simons, Ake, de Reinders. Il a quand même du beau matériel pour installer une idée de jeu intéressante. Ouais, c'est ça. Il y a eu un gros trou d'air fin année 2010, deuxième partie des années 2010 en termes de génération. Il y avait eu un vrai creux générationnel. Là, c'est vrai qu'on a pas mal de joueurs, on va dire, entre 21 et 24 ans qui commencent vraiment à prendre place dans le football européen, dans le football mondial. Il y a toujours ce même problème du numéro 9 qui manque toujours aux Pays-Bas. Notamment avec en plus l'absence de Joshua Zirkzee qui a pas mal fait discuter aux Pays-Bas même si lui est blessé. Donc voilà, les deux vrais problèmes même, j'ai envie de dire, de cette génération néerlandaise, c'est le poste de numéro 9 où il y a pas mal de petits jeunes mais encore pas de vrais joueurs confirmés, et surtout le poste de gardien où là pour le coup c'est assez pauvre. On devrait partir avec Bart Verbruggen, le gardien de Brighton, mais qui fait pas non plus une très très bonne saison, avec très prometteur mais qui a pas encore le niveau international tout simplement, mais malheureusement Ronald Koeman devrait faire par défaut. Le vrai point fort de cette équipe intrinsèquement, c'est vraiment la défense, où là pour le coup il y a un vivier défensif assez énorme. On a beaucoup parlé, notamment il y a quelques années, du vivier défensif en équipe de France. Je pense qu'aujourd'hui celui des Pays-Bas, au vu des dynamiques de chacun et même au-dessus, c'est peut-être le meilleur vivier défensif mondial, parce qu'on a Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Mickey van de Ven, Nathan Ake, Stéphane De Vrij, enfin voilà, vraiment que des défenseurs de niveau Ligue des Champions, même sur les postes de latéraux, notamment à droite, Dumfries et Frimpong, c'est difficile de faire mieux en termes de qualité et de quantité, pardon. Donc voilà, c'est aussi pour ça que Ronald Koeman joue avec une défense à 3, parce qu'il a énormément de matériel, des latéraux adaptés à ce style. Yann Madsen aussi du côté gauche, et au milieu, voilà, il y a des joueurs émergents comme Teunkoop Miners qui n'arrête plus de progresser, qui fait encore une excellente saison à l'Atalanta, Tijani Reinders qui fait une bonne petite saison avec Milan, et surtout Frenkie de Jong. Ça sera la grosse interrogation. Est-ce qu'il sera de retour dès les phases de groupe? Il est blessé actuellement. Donc voilà, les deux leaders techniques, ça devrait être Frenkie de Jong et Memphis Depay, accompagnés par pas mal de petits jeunes offensifs. Je pense à Xavi Simons, Cody Gakpo, voilà, plein de joueurs qui pourront exploser, pourquoi pas, durant cet Euro. Au moment où, enfin, t'as un petit peu commencé à le faire, mais au moment où on enregistre cette présentation, il y a une liste de 30 qui a été annoncée par Ronald Koeman. Est-ce qu'il y a des surprises pour le moment, en tout cas, à noter dans ces 30 sélectionnés? La surprise, ça vient surtout des non sélectionnés. J'en ai parlé, Joshua Zirkzee qui est pas là sur blessure. Marco Bizot aussi, qui aurait pu prétendre à une place dans le pôle des gardiens, mais après c'est un pôle qui a pas un gardien qui se détache, mais qui a pas mal de bons petits gardiens, pas du niveau d'un vrai prétendant au titre, mais Nick Lee, Mark Flecken, Justin Bailo aussi qui revient de blessure. C'est pas mal de bons petits gardiens qui sont à peu près du niveau de Marco Bizot, mais sinon pour le reste, parmi les sélectionnés, il y a on va dire Ryan Gravenberch qui est de retour dans ce groupe, qui avait été
écarté, non seulement parce qu'il jouait pas avant au Bayern, mais aussi parce qu'il avait refusé une sélection avec les espoirs au début de la saison. Finalement, il fait son retour pour cet Euro parce qu'il a réussi à trouver une petite place du côté de Liverpool. Puis aussi le retour de Steven Bergwijn, qui va amener un petit peu d'expérience devant, qui fait pas une très très bonne saison à l'Ajax. En même temps, assez difficile d'en faire une dans ce contexte. Mais voilà, pour le coup, assez peu de surprises. Faudra voir aussi qui seront écartés ou non de cette liste. Ils sont 30 actuellement. Il y en a 4 ou 5 qui seront écartés. Il y a aussi la présence de Wout Weghorst, qui est l'attaquant pivot type de cette équipe, qui peut servir en sortie de banc et qui est bien aimé par Ronald Koeman, et aussi Jorginho Wijnaldum qui joue en Arabie Saoudite mais qui reste un cadre de cette équipe, même si ça peut faire débat le fait qu'il joue en Arabie Saoudite. Il y a assez peu de certitude sur son niveau réel. Et s'il y avait un joueur qui sort du lot à tes yeux, que nos auditeurs devraient suivre particulièrement sur cette compétition, qui ce serait ? Évidemment, il y en a un dont on parle beaucoup cette saison, c'est Xavi Simons, dont il faut parler parce que c'est un petit peu l'attraction du côté néerlandais. Évidemment, on connaît ses 2 dernières grosses saisons, que ce soit avec le PSV où il a roulé sur l'Eredivisie pour sa première vraie saison en pro, ou aussi à Leipzig où pareil, il a passé le cut, il s'est immédiatement adapté, il s'est imposé comme un patron de cette attaque de Leipzig aux côtés de Loïs Openda notamment. Mais il y a toujours cette interrogation autour de son apport en sélection. C'est un joueur qui a jamais performé avec les Oraniers, qui s'est toujours pas imposé, qui est plus un remplaçant, un super sub qu'un titulaire. Alors il sera sûrement titulaire sur quelques matchs, mais c'est un joueur qui doit encore confirmer avec la sélection. Et si ça vient pas sur cet Euro, je pense que cet Euro peut vraiment être un tournant non seulement pour sa carrière personnelle, parce qu'il peut, là pour le coup, il a déjà une très bonne exposition à Leipzig, mais il peut vraiment exploser aux yeux du grand public et aller tout de suite taper un très très bon club, sachant qu'il devrait pas rester à Paris. Donc voilà, non seulement pour sa carrière personnelle, mais aussi pour sa carrière en sélection, parce qu'il a toujours pas prouvé. Et si ça venait encore une fois être le cas lors de cet Euro, il y aurait, je pense, de premières vraies questions à se poser sur pas sa place en sélection, parce qu'évidemment qu'il a le niveau, mais son rôle, est-ce que ça peut vraiment être lui le patron de cette attaque dans les années à venir, sachant qu'il l'a toujours pas prouvé en sélection. Bon, alors je vais te poser une dernière question maintenant. Quelles sont les ambitions annoncées par les Pays-Bas, peut-être dans la presse, ou même selon toi, qu'est-ce que peut espérer cette équipe des Pays-Bas ? Je pense qu'on peut situer les Pays-Bas dans ce gros panier d'outsiders, j'ai envie de dire. Il y a les favoris qui sont évoqués, je pense à la France, à l'Angleterre et à l'Allemagne peut-être, qui est le pays hôte aussi, peut-être même le Portugal aussi qui peut venir se greffer à ces favoris. Mais en dessous, il y a pas mal d'équipes qui peuvent pourquoi pas espérer créer la surprise, qui n'ont pas l'étiquette de favoris. Et je pense que les Pays-Bas peuvent clairement être dans ce lot-là. Il y a déjà la question du groupe où les Pays-Bas figurent encore dans le groupe de l'équipe de France. Ça donnera une première indication, justement, parce qu'il y a aussi l'Autriche qui est une équipe assez dangereuse. Donc voilà, ces 3 matchs de groupe donneront une première indication à ce que peuvent faire les Pays-Bas. Je pense honnêtement qu'une compétition réussie serait une demi-finale. Voilà, essayer d'aller retrouver un petit peu de sa superbe. Cet Euro, c'est l'objectif pour les Pays-Bas, qui n'ont pas connu les demi-finales depuis 2004 désormais, qui ont connu un vrai passage à vide. Il y a eu cette petite embellie à la Coupe du Monde en 2010, en 2014, mais les Pays-Bas ont un peu aussi cette réputation d'éternel loser. Après, à part cet Euro 88, il y a aucun titre majeur pour les Pays-Bas. Donc, essayer d'aller chercher un dernier carré pour prouver que cette équipe est sur la pente ascendante, qu'elle continue de progresser. Je te remercie Enzo pour toutes ces précisions, et on va suivre avec attention le parcours des Pays-Bas, qu'on espère moins fructueux que la France. Merci encore à Enzo Pello, et n'hésitez pas à le suivre pour tout le travail qui est fait, assez colossal, et notamment sur le décryptage du foot batave. Motas, qu'est-ce que tu penses toi de cette sélection hollandaise? Néerlandaise, ouais, les Netherlands. C'est toujours une sélection qui est compliquée à analyser, mais comme beaucoup dans ce groupe, ça concerne même, on le dira tout à l'heure, un peu la France. Mais du coup, après le gros passage à vide
de la fin des années 2010, on a l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'opère dans cette équipe. On a une défense stabilisée. Moi, j'ai des grosses interrogations sur l'attaque. On l'a entendu, notre ami nous a parlé de l'absence de Joshua Zirkzee pour blessure. Très surprenant. Qui vient d'être transféré au Milan là et qui pour moi était un des très gros joueurs de cette équipe. Il y en a un autre que j'ai très envie de voir, c'est Cody Rakpo. Tu le sais, puisque toi aussi tu regardes beaucoup Liverpool comme moi. Il a été relativement décevant. On a d'ailleurs, moi j'ai toujours pas réussi à comprendre s'il préférait jouer sur un côté dans l'axe, etc. À la différence du dernier mondial où j'avais été hyper hypé par ce joueur. Je l'avais trouvé hyper fort, ouais. Mais vraiment, je trouvais qu'il avait un truc de mobilité qui était hyper intéressant. Il jouait vraiment avec son cerveau. Vraiment, c'était un joueur qui me plaisait et tout est retombé. Donc, je me demande si le cadre de l'équipe nationale va pouvoir leur apporter quelque chose. Lui apporter quelque chose. Et évidemment, la petite sensation Xavi Simons qui a fait une énorme saison. J'ai aussi très, très envie de voir ce que ça va donner en équipe nationale. Ouais, effectivement, il y a un groupe très intéressant et on a très hâte de voir ce que va donner ces Pays-Bas qui, à la surprise, avaient été pas loin de taper l'Argentine et donc de réaliser quand même une très bonne Coupe du Monde alors qu'on n'en attendait pas forcément. Exactement. Grand-chose donc à voir dans ce groupe quand même. Notamment avec Gakpo qui avait fait un match exceptionnel. Exactement. Voilà pour les Pays-Bas. Deuxième preview de ce groupe. L'Autriche. Pas forcément une des plus grosses nations, une des nations les plus attendues, mais qui ne cesse de progresser ces dernières années. Et pour ce, on va écouter Autriche Foot FR pour cette preview de l'équipe autrichienne. Groupe D, Autriche. Salut Hugo, tu tiens la page Twitter Foot Autrichien. Avec toi, on va parler du premier adversaire de la France lors de cet Euro 2024, l'Autriche. Une nation qui commence doucement à se faire une place sur la scène européenne, avec notamment une stat, celle de n'avoir perdu qu'une seule fois depuis septembre 2022. Est-ce que tu peux revenir avec nous un petit peu sur la campagne de qualification de l'Autriche ? Oui, c'est vrai qu'on peut parler d'une réussite pour la phase de qualification. On avait quand même un groupe avec des équipes comme la Belgique ou la Suède où on pouvait se dire qu'on est allé être disputé, mais effectivement avec qu'une seule défaite contre la Belgique, on s'en sort quand même plutôt bien. On finit deuxième du groupe avec un match nul et une défaite, ce qui est quand même plutôt bon augure pour la suite, d'autant qu'on va également avoir un groupe plutôt relevé à l'Euro. Et surtout qu'en plus, on n'a pas l'habitude forcément de voir l'Autriche être si régulier. C'était une surprise un petit peu de voir ce niveau de jeu-là ? C'est vrai que par le passé, on a eu rarement autant de succès dans les phases de qualification. Alors maintenant, ça fait quand même quelques années depuis qu'il y a Ralf Rangnick qu'on voit quand même une certaine stabilité autour des résultats. Ça commence à bien se dessiner. Mais c'est vrai que c'est un parcours assez extraordinaire pour cette sélection. Du coup, tu viens d'un petit peu d'en parler, c'est qu'à la tête de tout ça désormais, il y a un homme que le foot mondial connaît très bien, c'est Ralf Rangnick, l'ancien entraîneur notamment de Manchester United, un des pionniers du gegenpressing. Lui, il arrive en avril 2022. Est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de cette arrivée et des changements notables qu'il a pu effectuer dans la sélection ? C'est vrai qu'avec cette arrivée, déjà, avant son arrivée, on était plutôt sur une phase plutôt positive. Mais en fait, le fait qu'il ramène Ralf Rangnick, qui a longtemps été dans la galaxie Red Bull, donc qui a quand même des principes de jeu qui sont bien ancrés, et surtout dans le football autrichien, ou à Leipzig, où énormément de joueurs autrichiens sont passés, c'est vrai que ça a aidé à former une tactique qui est connue de tout le monde pour la sélection, et les joueurs savent à quoi s'attendre quand ils viennent avec Ralf Rangnick. Et effectivement, avec le gegenpressing, on voit vraiment une équipe soudée et qui sait où elle va. Justement, parlons un peu plus peut-être de comment évolue cette sélection sous sa houlette. De quoi globalement en fait va devoir se méfier l'équipe de France ? J'aurais clairement parlé du secteur offensif de l'Autriche, qui est globalement composé de Gregoritsch ou Arnautovic, ça dépend, avec Sabitzer, Baumgartner et Leimer, qui sont clairement les joueurs forts de cette sélection, qui vont clairement pouvoir potentiellement déstabiliser la défense française. C'est vrai que on pourrait parler d'autres joueurs dans cette sélection, mais c'est vrai que on l'a vu sur les derniers autres matchs de qualification, notamment un 6-1 contre
contre la Turquie. Enfin, c'était plutôt un match de préparation. En fait, on a vraiment un quatuor offensif qui est monstrueux et qui, si tu le laisses de la place, il fait énormément de dégâts. Et du coup, plus globalement, pour en finir avec le style de l'équipe de Ralf Rangnick, on est. Est-ce que c'est une équipe qui justement va chercher à avoir la possession et du coup après appliquer son fameux pressing à la perte de la balle, ou c'est vraiment une équipe qui agit peut-être bloc bas et derrière évolue en transition rapide? J'aurais du mal à répondre à cette question puisque c'est pas spécialement un détail sur lequel je m'attarde forcément, mais c'est vrai que j'ai quand même l'impression qu'on a souvent la possession et que sur certaines phases de jeu, voilà, une perte de balle ou alors une offensive bien placée permet de débloquer une partie, quoi. D'accord. Ok. Bon, du coup là aujourd'hui là on fait cette petite interview. On est le 28 mai. À l'heure où l'on se parle, il y a une liste de 29 joueurs qui a été annoncée avec une absence pour blessure, celle du capitaine David Alaba. Déjà ma première question, c'est plus globalement sur la liste. Est-ce que il y a des surprises peut-être dans cette liste de 29 joueurs qui a été annoncée? En termes de surprise, on pourrait surtout parler du secteur défensif qui en soi ont énormément d'absences qui étaient plus ou moins attendues à cause de blessures. Mais bon, il y a quand même certains noms qui restaient assez incertains et qu'on ne voit pas dans la liste, comme Alexander Schlager. Mais c'est vrai que l'absence d'Alaba notamment va peser énormément sur cette sélection qui perd des piliers défensifs majeurs et qui va peut-être devenir un point faible pour cette sélection. Après, dans les autres lignes de l'Autriche, il n'y a pas trop de surprises comparé aux autres listes qu'on a pu avoir lors des qualifications. Ça reste globalement un 11 qu'on connaît et qui sait jouer ensemble. Et on va parler du coup, comme j'en parlais un peu plus tôt, du coup de l'absence du capitaine David Alaba. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour l'Autriche, l'absence de son capitaine? Ça représente un énorme coup dur puisque c'est un des joueurs qui a le plus de sélections. C'est un des joueurs qui est le plus coté en Autriche et qui effectivement amène un côté groupe et il connaît littéralement tous les joueurs passés par la sélection. Et c'est une grosse perte dans un match de perdre son capitaine comme ça dans une compétition aussi importante que l'Euro. Alors, il est quand même dit qu'il va quand même potentiellement être là en tant qu'assistant au staff pour quand même rester proche des joueurs, la motivation, l'expérience qu'il peut apporter. Mais c'est sûr que sur le terrain, il va énormément manquer à l'Autriche. Mais du coup, il y a peut-être d'autres leaders qui se dégagent de cette équipe en son absence. Tu penses peut-être à certains joueurs? J'aurais pensé dans un premier temps à Schlager, mais qui est blessé lui aussi. Les deux Schlager d'ailleurs qui sont blessés, le milieu défensif et le gardien. Donc à voir. C'est vrai que comme ça, à première vue, j'aurais pas vraiment d'autres vrais capitaines qui se dégageraient. Mais bon, on sait que dans cette équipe, les joueurs s'entendent plutôt bien et il y aura sûrement des leaders naturels qui vont s'emparer de ce titre. Ok, donc peut-être donc une vraie absence qui compte, notamment même dans l'état d'esprit, l'absence de David Alaba. Et du coup, pour nos auditeurs, est-ce que t'as peut-être un joueur à suivre dans cette sélection autrichienne, celui qu'il faut regarder quand on regarde l'Autriche évoluer? Récemment, j'aime beaucoup Baumgartner. Vraiment, il a fait une campagne de qualification à l'Euro incroyable sur la dernière sur les derniers rassemblements. C'était vraiment le joueur clé de l'Autriche. Donc j'aurais clairement parlé de lui en premier. Après, un joueur à suivre que je trouve plutôt intéressant, c'est Leopold Kerfeld, qui est donc un jeune défenseur autrichien qui, donc, à cause de toutes les blessures qui sont intervenues, va prendre une certaine place en défense et pourrait devenir un joueur plus ou moins clé alors qu'il est quand même assez jeune. 20 ans, je crois. Ok, il joue où ce défenseur? Il joue au Rapid Vienne. D'accord. Donc lui, il risque d'être titulaire pendant l'Euro qui arrive? Ça va dépendre du retour de Weber de blessure, mais clairement, il serait aligné avec Danso en défense si les autres ne sont pas de retour.
Ok, bon, en tout cas, on sait qu'on a avec l'Autriche une sélection qui arrive à l'Euro en confiance, qui en plus de ça a des éléments de qualité surtout à toutes les lignes. Hein. Danso, tu viens de l'évoquer, Sabitzer, Leimer, Baumgartner, voilà, il y a quand même des bons joueurs malgré l'absence d'Alaba. C'est quoi l'ambition annoncée de cette équipe d'Autriche? Passer uniquement se qualifier en huitième, rêver plus. Quel est le discours globalement? L'ambition, c'est clairement déjà de passer en huitième. On sait que le tirage a énormément freiné certaines ambitions de pouvoir finir premier du groupe et donc de potentiellement avoir un bon tirage en huitième, mais rien n'est écarté. Et effectivement, quand on voit la courbe ascendante de cette sélection, c'est, je dirais, obligatoire de penser qu'il faudrait aller au moins en quart de finale. Après, c'est vrai que comme on l'a malheureusement fait en 2021, on était tombé face à l'Italie en huitième. Bon, bah, dans ce genre de situation, bah, malheureusement, des fois, c'est faute à pas de chance. Donc, l'ambition, c'est clairement les huitièmes. Et après, si on peut aller plus haut, évidemment, c'est avec plaisir. Merci encore à Autriche Foot FR et on ne peut que vous conseiller d'aller suivre le travail de suivi qui est fait pour suivre le championnat parce que non, il n'y a pas que le Red Bull Salzbourg en Autriche, il y a aussi plein d'autres clubs et plein de très belles histoires à suivre. Motas, toi, t'as un petit mot sur cette sélection autrichienne qu'on attend un peu comme l'outsider parfait. Eh ben, ouais, pour moi, c'est exactement ça, c'est l'outsider parfait. On a beaucoup parlé de l'absence d'Alaba, mais j'ai l'impression que tous les experts qu'on écoute sont pas très inquiets finalement par cette absence parce qu'il y en a d'autres qui prennent le relais. Pareil, des joueurs que j'aime beaucoup, Sabitzer qui je trouve a fait une saison avec Dortmund excellente, vraiment excellente. C'est le genre de joueur extrêmement propre, très serein et en fait il apporte de la sérénité à une équipe. Et moi je les vois vraiment passer. Honnêtement, je les vois finir devant la Pologne et on parlera de la Pologne après. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de cohérence. Il y a une cohérence tactique aussi parce qu'on connaît bien le coach en Europe. On sait très bien où est-ce qu'il va. Notre ami nous en a parlé pendant la preview. Si on touchait un peu d'argent à chaque fois qu'on disait le mot preview là pendant cet Euro, ce serait vraiment formidable. Bientôt fini. Ouais. Et je sais pas d'ailleurs si vous avez vu, mais c'est tombé là ces dernières heures. Alaba sera bien de la partie. Ok. Mais pas dans le groupe de joueurs. Il sera dans le staff. Ouais. Bah, c'est pas étonnant. Ce qui est assez marrant et ce qui est assez étonnant, mais qui fait sens aussi. Mais du coup, ouais. Et ça, peut-être on peut en parler aussi parce que je sais qu'on en a parlé pendant l'épisode et c'est quelque chose d'important, je pense, dans les compétitions. Et ce qui rejoint aussi un peu le groupe France, c'est qu'il y a une très très bonne ambiance entre eux. Et donc on voit l'espèce de star qui est là-bas, le référent. Si lui, j'étais pas au courant, je viens de l'apprendre, mais tu me dis que lui, il intègre le staff pour la compétition alors qu'il est blessé. On connaît 1000 joueurs qui seraient frustrés, qui auraient eu aucune envie de faire un effort, etc. Bah ça, c'est un signe de cohérence générale du projet qui est très très bon pour eux, je trouve. Et exactement. Forcément, ça met un peu d'eau à notre moulin sur l'intérêt qu'on peut porter à cette sélection. Puis a priori, en termes d'expérience, il sait quoi partager le père à là-bas. Petit père. Eh bien, merci encore en tout cas à Autriche Foot FR pour l'Autriche, équipe qu'on attend évidemment avec une grande impatience sur cet Euro en espérant qu'il nous déçoive pas trop. Troisième équipe de ce groupe qui va nous intéresser, nos amis polonais, et pour lequel on va accueillir pour la preview Joe de la page O Maestra Klasa. Je suis pas sûr de bien le prononcer, mais en tout cas, il s'appelle bien Joe. Groupe D, Pologne. Alors, la première question que je voulais te poser, c'est savoir si on pouvait se faire un petit point sur le parcours de qualification de la Pologne, parce que je t'avoue que je pense que nos auditeurs et moi, le premier, j'ai pas suivi assidûment ce parcours-là. On avait quitté l'équipe sur une élimination contre la France en huitième de Coupe du Monde. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça s'est passé depuis ce match-là jusqu'au barrage contre les Pays de Galles? Ouais, en fait, déjà, ce qu'il faut se rappeler, c'est que après la Coupe du Monde, donc Czesław Miarniewicz, qui était un entraîneur un petit peu, on va dire, local, parce qu'il a fait pas mal de clubs en Pologne et tout ça, il avait d'ailleurs eu des affaires, on va dire, extrasportives, donc c'était déjà un peu une surprise qu'il soit à la tête de la sélection polonaise. La Pologne a décidé de mettre Fernando Santos, l'ancien coach du Portugal, qui a gagné l'Euro 2016 en France, à la tête de la sélection. Et avec un salaire pharaonique, évidemment. Ça s'est pas très bien passé, puisqu'après 5 minutes, le premier match en République tchèque, la Pologne était déjà menée 2-0. Donc là, on a commencé à sortir les cordes, évidemment.
S'en est suivi des défaites en Moldavie 3-2 après avoir mené 2-0. En Albanie, grosso modo, c'est surtout à l'extérieur que ça a pêché, quoi. Il me semble que la Pologne n'a pas gagné un match de poule à l'extérieur. Ce qui fait qu'ils ont dû se retrouver, je crois, troisième ou quatrième de la poule, une poule avec Albanie, Moldavie, République tchèque, les îles Féroé. Je pense que ouais, ça doit être ça. Ouais, qui sur le papier, une poule paraissait prenable, quoi. Ça paraissait accessible de faire deuxième, au moins deuxième, quoi. Ouais, voilà, au minimum prenable. Et puis, après, je pense que peut-être probablement tu feras aussi un épisode avec un spécialiste de la République tchèque, mais je sais pas ce qu'il en pense. Mais la République tchèque, c'est pas la République tchèque de Nedved, de Rosický, Kohler et compagnie, quoi. Je suis désolé pour les plus jeunes qui vont pas les connaître, mais voilà, quoi. Si, non, ils doivent les connaître. Mais, ouais, on les encourage à aller se renseigner, d'ailleurs. Ouais, mais voilà, quoi, c'est pas cette République tchèque-là. Donc, pour moi, c'était vraiment une déception. Je pense que la première place était sur le papier largement faisable. Passer comme ils sont passés, il me semble que la Pologne passe en barrage parce que c'est par rapport à la Ligue des Nations, je crois. Ah oui, ils vont gratter une place. Ouais. Il y a un donc truc dans le vraiment genre. tiré par les cheveux, quoi. Ouais, donc c'était vraiment extrêmement décevant. Puis il y a eu ces barrages. On s'est un petit peu dit que finalement ils allaient se regrouper parce que avec la Pologne, c'est souvent comme ça en fait. Quand on attend des choses, ils sont pas là. Et puis quand on n'en attend plus rien, là ils arrivent à trouver une espèce d'état d'esprit, à se regrouper et puis finalement ça passe. Donc voilà, bon après les barrages n'étaient pas d'un niveau exceptionnel, hein. Il me semble que c'est Estonie le premier match. Le capitaine de l'Estonie, il a 40 ou 41 ans, c'est un ancien qui joue en Pologne. Et puis Pays de Galles qui, peu importe ce qu'en disent les gens, c'est pas une mauvaise équipe en soi, mais le Pays de Galles, je crois que c'est un pays de 6 millions d'habitants. En Pologne, il y a 40 millions de personnes, donc faut arrêter. Ouais, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, mais c'est vrai que je me rappelle avoir regardé ce barrage, ne serait-ce que pour l'enjeu et l'excitation du match. C'était sympa à suivre, mais c'était pas très très beau à regarder. Ouais, effectivement, voilà, c'est un match à enjeu, donc de toute façon, les matchs à enjeu sont jamais, c'est rarement des spectacles incroyables. En revanche, encore une fois, bon, t'es la Pologne, t'es censé faire autre chose que, il me semble que c'est passage au tir au but. Moi, personnellement, j'étais tellement stressé, j'ai même pas ouvert mon téléphone, quoi. Donc, ouais, je passais toute la soirée avec le téléphone off parce que j'en pouvais plus. Et puis, ils ont rien fait pour me rassurer, quoi. Parce que c'était vraiment, mais encore une fois, on les attend pas du tout. Ils sont là. Écoute, maintenant, on y est, hein. Avec du coup un nouveau coach, parce que tu le disais en ouverture, Santos ça l'a pas fait du tout. Je crois qu'il entraînait les espoirs, c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui? Ouais. Donc Michał Probierz, c'est vraiment, comment dirais-je, si tu prends tout ce que fait la fédération polonaise, tu les sors, tu presses bien et puis t'en extrais le jus, ben t'as cet entraîneur, quoi. C'est-à-dire c'est un mec qui est vraiment dans le giron de la fédération, quoi, on va dire. Il a fait plusieurs années dans le nord de la Pologne, à Białystok, d'où, comme par hasard, est issu le président actuel de la fédération polonaise. Puis, il a fait également dans le sud de la Pologne, Cracovia. Et là, effectivement, il a entraîné les espoirs depuis, je crois, 1 ou 2 ans, quelque chose comme ça. C'est pas envie d'être méchant parce qu'il comment dirais-je, il hérite d'une situation et dont il n'est pas responsable. En revanche, c'est comme si en France, tu mettais un entraîneur qui a été sur le banc de 5 équipes ou 6 équipes de Ligue 1, qui a quasiment jamais eu de titre, dont on sait qu'il arrive à un niveau, on va dire, C+, C. Ouais, genre un Gourvenec, un mec comme quoi. ça. Là, tu parles à un supporter d'un club mort qui s'appelle les Girondins de Bordeaux. Donc, Gourvenec, j'irais même pas jusqu'au Gourvenec, mais tu vois, faut vraiment prendre un mec que t'as vu 10 000 fois en France, quoi. Ouais, Ancelotti, Comboiré, dans ce genre-là. Non, moi, je dirais, ouais, vraiment un entraîneur lambda de Ligue 1, quoi. Genre, je sais pas, un mec plat, quoi. Par exemple, tu vois. Ouais, ok. Darzakarian, tu vois. Après, moi, j'aime bien Darzakarian, c'est pas le souci, mais t'imagines Darzakarian à la tête de l'équipe de France de foot, quoi. Pour moi, je vois. Pour moi, Probierz, c'est de ce délire-là, quoi. Donc ouais, pour toi la marche elle est haute. Et est-ce qu'il a réussi à insuffler un truc quand même, ou il est aussi fade que tu le décris dans son style de jeu? Bah l'état d'esprit, c'est
Je pense que pour le coup, c'est ce qu'on a vu de mieux avec lui. On a un 3-5-2 vraiment établi maintenant. Et je pense qu'il a joué quasiment tous ses matchs en 3-5-2. L'état d'esprit, c'est bien. Après, évidemment, il n'y a pas de patte, il y a pas de patte vraiment tactique, technique et tout ça, quoi. Tu vois pas grand chose sur le terrain. Pour l'instant, c'est la méthode des 3C, quoi. Je vais pas le dire parce que tu vas te faire censurer, mais tout le monde voit de quoi te parler. Oui, très bien, très bien. Non, mais t'inquiète, on a la parole libre, sur 11e art. Et du coup, ça nous permet un peu d'aller sur la liste et les cadres. La Pologne, c'est toujours l'équipe. J'ai l'impression que on dit ça depuis 10 ans, mais qui a peut-être une des plus belles attaques d'Europe sur le papier. J'exagère un peu, mais en fait pas loin, qui a peut-être la meilleure génération de gardiens de son histoire et qui niveau européen c'est quand même très fort. Là ils ont des petits mecs, des latéraux notamment, dont un qui est à Arsenal. Moi ma question c'est entre Lewandowski qui vieillit et la jeune génération qui arrive, est-ce que il y a qu'est-ce que t'attends de ces mecs-là? Est-ce que tu penses qu'ils sont en capacité de performer dans cette compète ou tu te prépares à rien parce que t'as trop peur d'être déçu? Justement, j'ai écrit un article en 3 parties sur notre sheet qui en parle. Il y a une vraie cassure entre la génération 2016, donc si on se souvient, la génération 2016, c'était un groupe qui jouait très très bas en contre, qui affrontait des équipes entre guillemets plus fortes qu'elle, et qu'on n'attendait pas. Encore une fois, on a toujours cette espèce de pattern, on les attendait pas, ils sont là, quoi. Et du coup, on a donc ceux qui sont toujours là, Szczęsny, Lewandowski, et il y a aussi Grosicki, l'ancien Rennais, qui est également dans le groupe. Et puis on a une nouvelle génération avec Kivior, donc qui joue arrière gauche à Arsenal, mais qui là va jouer dans la défense à 3. On a des joueurs comme Frankowski de Lens, qui est un peu plus vieux, mais qui finalement a pas non plus sans sélection. On a Jakub Moder de Brighton. Bartosz Lich qui vient de signer aux États-Unis. On a Sebastian Szymański au Fenerbahçe qui a fait cette année, je crois, plus de 10 buts et 10 passes décisives en Turquie. Et puis on a un mec un petit peu au milieu qui est Zielinski, que tout le monde connaît du Napoli. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de relais, quoi. Le passage de témoin se fait pas. Et on voit les anciens partir petit à petit, Błaszczykowski, Piszczek, Kamil Glik, l'ancien de Monaco. On voit pas trop les jeunes prendre le relais et en fait, on a plutôt l'impression qu'ils sont stressés par la situation. Donc voilà, faut savoir que la Pologne, c'est un groupe de, pour l'instant, 28 ou 29 joueurs, je crois. Donc il faut qu'encore il retranche de 3 joueurs, il me semble. Ouais, il va rester à 26, il va pas descendre à 24. On sait pas trop. Déjà, dans le groupe, il me semble qu'il a 4 gardiens. Donc, il y en a un qui est déjà là pour, on sait qui c'est. Il y en a un qui est juste là pour accompagner, qui viendra à l'Euro, mais qui sera même pas dans le groupe, qui va juste faire les entraînements. Et puis, sûrement, il va enlever, je pense, un attaquant ou un truc comme ça. Encore une fois, pour respecter le doublage de poste du 3-5-2, mais avec cet entraînement-là, on n'est plus à une dinguerie près, quoi. D'où il vient ce stress chez les jeunes, tu penses? Parce qu'en soi, là, ils sont quand même... alors, on verra, peut-être que le fait d'entrer dans la compétition, ça va les libérer, mais ils étaient dans un groupe plutôt à leur portée. Là, ils sont dans un groupe... je parlais d'un groupe de qualif. Là, ils sont dans un groupe à l'Euro où, très clairement, s'ils font 3e, ce sera un très très bon résultat, je pense. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Comment t'expliques ce stress, du coup? Je dirais que t'arrives quand même... Les jeunes en Pologne n'ont pas trop de références. C'est-à-dire que si tu regardes, grosso modo, ils ont 2-3 saisons d'Extraclasa, mais si je demande à des gens de me citer des internationaux polonais hors Lewandowski, Zielinski et Szczęsny, je pense qu'il va pas y avoir beaucoup de monde, quoi. Peut-être qu'il y en a qui vont dire Model parce qu'il joue en Angleterre, peut-être Zalewski parce qu'il joue... Ouais, peut-être Milik aussi parce qu'il est passé par l'OM. Ouais, voilà. Mais t'arrives après des monstres, en fait. Piszczek, Błaszczykowski, finale de Ligue des Champions. T'arrives après Fabiański avec je sais pas combien de matchs de Pologne. Grosicki qui a fait une carrière. Grosicki, tu le vois, il rentre sur le terrain, il est toujours à fond, le mec. Hein. Ah ouais. Il a quel âge maintenant? Oh putain, je sais pas, il doit avoir 35-36, un truc comme ça, peut-être plus. Et il vient encore d'être élu MVP de la Ligue. Ah, énorme. Ouais. D'ailleurs, c'est un petit souci puisque quand t'as cet âge-là, c'est un petit peu un problème. Mais
Mais du coup, je pense qu'ils ont cette espèce de stress de représenter la nation. Euh, et ils arrivent peut-être pas à se libérer, quoi. On voit, il y a des matchs, tu le vois direct. Quand ils mènent au score 1-2-0, là, tu commences à voir des choses. Parce que les mecs arrivent à se libérer. Tu vois aussi la différence entre des garçons comme Zalewski, qui ont l'habitude de jouer au haut niveau, et puis d'autres qui, en fait, y arrivent. Ça fait cet assemblage un peu bizarre entre des joueurs qui n'ont pas de référence, des joueurs de 19-20 ans, des joueurs qui ont 4-5 sélections, qui sortent du groupe, qui reviennent, et toujours les anciens qui sont là. Et le jour où ils vont partir, évidemment, qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est la grande question, quoi. Bon, nous, on se projette pas aussi loin, mais si on se projette sur l'Euro, qu'est-ce que t'espères, toi, du coup, dans cette compète? Qu'est-ce que t'attends d'eux, au-delà des résultats, tu vois? Un état d'esprit. Pour des mecs qui donnent tout sur le terrain. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a noté et que beaucoup de gens notent en Pologne. C'est que les nouveaux joueurs, on dirait, ils sont là, ils sont pas là, ils reviennent, c'est pas très grave finalement. Donc ouais, vraiment l'état d'esprit. Après, on va pas se mentir, je pense que c'est quasiment la poule la plus dure. Donc, si vraiment, qu'est-ce que t'espères? Moi, c'est juste un état d'esprit et peut-être commencer à préparer déjà la Coupe du Monde 2026. Même si c'est un peu bizarre de dire ça, j'aime pas trop ce genre de truc, mais là, bon, voilà quoi, on est passé vraiment ras des pâquerettes. Ouais, donc c'est presque essayer de kiffer les dernières années des anciens style Lewandowski, en profiter au maximum et donner du temps de jeu aux jeunes pour qu'ils avancent, quoi, qu'ils se développent. Ouais, et puis tu sais jamais ce qui peut se passer. Tu peux jouer un match, imagine, je crois, le premier match c'est contre les Pays-Bas ou... Ouais. La France en dernier, je crois. Ouais, imagine, dernier, soit les Pays-Bas, je sais pas, tu démarres le match, les Pays-Bas prennent un rouge, n'importe quoi, ou il y a un but, un coup de Trafalgar. Bon, tu sais pas ce qui peut se passer. Moi, ce que je veux, c'est qu'on revoie pas l'espèce de simulacre de foot qu'on a vu contre l'Arabie Saoudite au mondial, contre l'Argentine au mondial, quoi, où les mecs ils suppliaient les Argentins d'arrêter d'attaquer parce que ça, c'est humiliant, quoi. Tu passes, mais c'est extrêmement humiliant. En plus, derrière, il s'est passé des histoires extrasportives avec des histoires de primes et tout ça, donc c'était vraiment n'importe quoi. Donc nous, ce qu'on espère, c'est en fait aller voir ressortir avec la tête haute, tout simplement. Merci encore à Joe de Ruma Estral Classa. On espère que vous allez également le suivre parce que le travail est colossal et que la Pologne est un championnat très très intéressant à suivre. Peut-être en fonction du jeu, mais d'un point de vue du jeu, mais surtout pour ce qui se passe dans les tribunes où on a des très très grosses rivalités et des ambiances de zinzin. Ce bon vieux jeu. Ce bon vieux jeu, exactement. Motas, un petit mot sur nos amis polonais. Eh bah écoute, moi c'est eux que je vois un peu flopper dans ce groupe. Je pense qu'il y a un... Et Jojo nous l'a dit, il y a un Lewandowski qui est vieillissant, il y a un passage de témoin qui est compliqué avec une jeune génération, on a du mal à... Ouais, moi c'est pas du tout une équipe qui me plaît. Après, je mets quand même un mini bémolitos, c'est que on l'a vu à la Coupe du Monde 2022, c'est pas simple à jouer. Et nous, on en a fait un peu les frais. On en a fait les frais aussi. Ça a pas été simple de les passer. Donc, écoute, on verra bien. Mais vu qu'on est là aussi pour faire un peu des pronostics, moi c'est celle que je vois derrière. Je suis pas sûr que Lewandowski tienne encore toujours la baraque. Au milieu, il y avait des joueurs comme Zelensky qui sont en train de baisser, à passer leur journée sur les plages du débarquement comme ça au lieu d'aller s'entraîner. Enfin, tu vois, je suis pas certain que ce soit... Non, je plaisante. Ce sera pas coupé au montage, je vous rassure. Non, mais tout ça pour dire que voilà, on a une ossature qui est vieillissante et qui a du mal à s'en sortir, donc moi je les vois finir dernier. Ouais, et on a toujours dans le groupe un Camille Grosicki pour vous témoigner que l'obsolescence de ce groupe est peut-être arrive très très rapidement. Et non pas Gros Zizi, qui est le surnom officiel de Alexandre Benyaia. Je sais vraiment pas quoi faire de cette info, ni surtout comment assurer la transition. Mais en tout cas, l'équipe de Pologne jouera bien donc à l'Euro dans ce groupe D. Effectivement, la Pologne, on a un peu cette impression de fin de cycle, un peu comme d'autres sélections comme la Suisse. Merci en tout cas Motas, merci à toi pour cette dernière preview. Pourquoi on a fait que 3 équipes? Parce que la dernière nation, la dernière sélection de ce groupe D est l'équipe de France. Et exceptionnellement, on ne vous proposera pas de preview dans ce format-là, puisqu'on vous réserve pour le début de la semaine prochaine une très très grosse preview, un format d'une quarantaine de minutes, aux alentours d'une quarantaine de minutes en tout cas, sur l'équipe de France.
pour vraiment s'arrêter en détail sur tous ces enjeux. Et on aura notamment avec nous Yacine Amenet, que vous connaissez probablement de côté de Paris United pour ceux qui écoutent, et qui nous présentera entre autres les aspects tactiques et sportifs qu'on attend de cette équipe de France. On va terminer et achever cette présentation du groupe D après tous ces previews et tous ces petits commentaires. Sur toi, ton petit prono, qu'est-ce que tu vois en termes de classement final dans ce groupe D? En fait, c'est compliqué. Moi, ce que je vois, c'est, je vais pas tellement pouvoir te dire un classement final, mais ce que je vois, c'est la Pologne qui se qualifie pas. Ça, c'est la première chose. Ce que je vois aussi, c'est une grosse bataille beaucoup plus équilibrée que prévu entre Autriche, Pays-Bas et France. Et si je devais un peu tenter quelque chose, je dirais quand même que la France, elle va se détacher du lot et se qualifier parce qu'on a une équipe qui est habituée à réussir ce genre d'étape maintenant. Donc voilà, je dirais France en 1 et Pologne en 4. Et ensuite, je sais pas tellement ce qui s'y passera et je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et ben merci Mota, c'est très clair effectivement. Ce serait fou que la Pologne finisse premier et la France quatrième. Ça n'aurait aucun sens, mais je me virerais définitivement parce que en plus d'être un gros beauf, du coup j'aurais plus aucun intérêt footballistique, donc plus aucune expertise si tant est que t'en avais une à un moment. Effectivement, ça serait assez marrant. À peu près, on sait jamais, ils peuvent sortir en tout cas en tant que meilleur troisième, ça peut arriver. Mais groupe assez excitant, je te rejoins, et pas que pour la présence de l'équipe de France. Groupe assez homogène entre surtout les trois équipes du haut. Et on attend de voir évidemment comment ça va s'agencer dans ce groupe. Et on a merci Motas pour regarder les matchs ensemble surtout. Bah ouais, exactement. Et ben merci à toi en tout cas Motas pour ces présentations, et on remercie encore une fois Enzo Pello pour les Pays-Bas, Autriche Foot FR pour la prévue de l'Autriche, et enfin Joe de Maestra Klasa pour la Pologne. Merci à tous et à très bientôt.